Ravi de vous compter parmi nous pour cette nouvelle aventure de votre émission Émergence sur votre antenne. Messieurs, mesdames, bonjour et bienvenue à tous. Réussir sa vie, un mythe ou une réalité? La question trouvera bien sûr réponse dans cette émission qui va durer une quarantaine de minutes avec notre invité déjà en plateau, un monsieur que vous connaissez assez, bien sûr dans la sous-région, en Afrique, voire dans le monde entier. Son nom, coach Patrick Armand-Pouillon. Il est bien sûr président mondial de... Vous complétez, hein? De l'association Fiat Monde. Ah oui. Coach, comment vous allez? Ça va très bien. Vous êtes là? Ah, en tout cas, comme toujours. On vous sent maintenant un peu rare au Togo. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Non, mais je viens. C'est peut-être les activités publiques qui sont rares. Puisque je viens souvent me ressourcer et m'isoler pour travailler. Je circule, mais parfois il faut faire quand même ci, cela, disparaître un peu. Disparaître un peu et puis revenir en force. Et cette rencontre de ce 12 octobre 2023 à Lomé au Togo a porté sur ce thème, réussir sa vie, mythe, moi je reformule ça autrement, mythe ou une réalité. Alors, réussir, on va parler étape par étape bien sûr de ce thème. Réussir d'abord, on parle de la famille, comment doit-on s'organiser? Non, il faut dire que d'abord réussir sa vie, c'est réussir, c'est atteindre un objectif. Réussir tout court, c'est atteindre un objectif. Réussir sa famille, c'est arriver à construire une relation de paix, d'harmonie, de tranquillité, de cordialité, une relation qui permet aux enfants de s'épanouir, de réussir leur vie. Donc c'est ça normalement qu'on peut appeler réussir sa famille. Mais comment faut-il s'y prendre? Que ce soit au niveau de famille, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau de l'argent, des affaires et tout. Il y a le principal. Le principal, c'est quel est le logiciel qui est dans ma tête. Quel est le logiciel qui est dans ma tête. Je prends un ordinateur. Si je n'arrive pas à faire ce que j'ai envie de faire, donc je n'arrive pas à atteindre le but pour lequel j'ai allumé l'ordinateur, cela suppose que le logiciel qui est dans l'ordinateur ne me permet pas de le faire. Donc, le logiciel n'est pas adapté. Je connais beaucoup de personnes qui veulent faire des tableaux en Word. C'est difficile, c'est compliqué, parce que ce n'est pas conçu pour ça. Donc, de la même manière, il est important que pour réussir en famille, pour réussir professionnellement, pour réussir dans n'importe quel domaine, il faut avoir le bon logiciel dans sa tête. Car il y a la matière que nous sommes, mais il y a le logiciel, le cerveau, qu'il faut savoir reprogrammer, remettre en ordre pour pouvoir réussir, quel que soit le domaine. Parfait. Réussir sa vie, un thème que vous avez bien mûri avant de venir à Lomé au Togo. Quand on sait que vous êtes beaucoup plus basé maintenant à Cotonou, vu des activités programmées ça et là, on vous a pour quelques minutes sur ce plateau. D'abord, vous avez parlé de la reprogrammation. Et quand on parle bien sûr de cette reprogrammation, il faut faire forcément allusion à ce logiciel humain qu'il faut avoir en tête. Que mettez-vous dans le logiciel concrètement? Un logiciel comme pour les ordinateurs. L'être humain, l'ordinateur a été créé et conçu sur le modèle de l'être humain. Nous avons un logiciel dans la tête. Si vous voyez quelqu'un, par exemple, qui fait tout, ça ne marche pas. C'est parce que le logiciel qui est dans sa tête ne l'a pas prédisposé à réussir dans ça. Vous prenez un footballeur, vous allez constater que le même footballeur, tant que mentalement, il n'est pas à jour, les éléments ne sont pas à jour, il va être sur le terrain, il va trouver beaucoup de ballons, il ne pourra pas marquer de but. De la même manière, vous prenez un gardien de but. Vous avez entendu, par exemple, Edouard Mendy, le meilleur gardien du monde, la saison surpassée. Saison passée, bande de touche. Il n'a pas été dans les buts une seule fois. Comment c'est possible? Parce que dans la tête, quelque chose a été déréglé. Il faut remettre ça en place. Il faut reformater le logiciel. Et si ce n'est pas reformaté, il ne pourra pas. Donc vous voyez comment quelqu'un est meilleur joueur du monde cette saison. Saison suivante, on ne comprend pas. Ou bien une semaine après, on ne comprend pas. Il ne marque plus de buts. Ça ne marche pas. Vous allez voir par exemple, certains joueurs dans leur club, ça tourne bien. Ils marquent beaucoup de buts. Il vient à l'équipe nationale, il ne marque pas de buts. Le logiciel qu'il a dans la tête n'est pas calibré pour l'équipe nationale. Donc vous comprenez, c'est tout dans la vie est une affaire de programmation du cerveau. Et donc, ce que le cerveau donne comme résultat, c'est ça que je mets dans le logiciel. Justement, en cette rencontre, bien sûr, de ce 12 octobre à Lomé, vous avez eu à toucher pas mal de points. En quoi cela a été utile d'abord pour vous
d'aborder un thème du genre? Et de deux, quels sont les points qui ont été abordés? Principalement, nous avons abordé d'abord la nécessité de programmer, donc d'utiliser des phrases positives pour donner des instructions au cerveau, pour exécuter de façon automatique des tâches. Autrement dit, nous avons amené l'assistance à comprendre que tant que consciemment, il ne se décide pas à parler pour programmer le cerveau, afin que le cerveau leur donne le réflexe de celui qui réussit, ils ne réussiront pas. La première chose, c'est d'abord la programmation. Je reviendrai là-dessus. La deuxième chose, c'est le combat de caractère. Lorsque le bon logiciel est là, il va me révéler les choses à corriger. Il va me révéler les modifications à faire. Je dois entendre et appliquer afin de réussir ma vie. Revenant à la programmation, permettez-moi de vous expliquer la base. C'est un mathématicien et un linguiste qui ont soupçonné que les personnes qui réussissent parlent de la même manière. Donc tous ceux qui réussissent leur vie parlent de la même manière. Alors ils sont allés essayer de voir est-ce qu'effectivement ceux-là parlent de la même manière. À la fin de leurs travaux dans une université, ils se sont rendus compte que toutes les personnes qui réussissent parlent de la même manière. Résultat, si nous parlons comme eux, nous allons réussir comme eux. Vous prenez une personne malade, écoutez-les quelques minutes avec le logiciel pour l'écouter, si je peux appeler ça ici, et vous allez constater qu'il parle de manière à produire la maladie. Il est au chômage, il parle de manière à produire le chômage. Il est pauvre, il parle de manière à produire la pauvreté. Donc, si nous n'arrivons pas à le déconnecter de ce langage, à l'amener à faire des séances où il répète consciemment sur lui-même des phrases qui le reprogramment pour la réussite, il ne pourra pas réussir. Nous avons donc expliqué aux gens et pratiqué avec eux ce qu'on appelle la programmation. Et ensuite, nous avons parlé du combat de caractère pour modifier les caractères qui font échouer. Je donne un exemple togolais, parce que nous étions au Togo hier et nous avons fait ce séminaire. J'ai dû adapter ça aux réalités du terrain. Il y a une expression au Togo, Manoto Enviaji. Oh. Me contenter de mon petit. Je crois que les autorités togolaises ont intérêt à déclencher des programmes sérieux pour déprogrammer le logiciel Manoto Enviaji, qui fait que quelle que soit la richesse des gens, ils mangent de la même manière. Se contenter du peu. Hein? Se contenter du peu. Quelle que soit leur richesse, ils dorment dans les mêmes conditions. Quelle que soit leur richesse, ils conduisent les mêmes voitures. On n'ose pas. On n'ose pas, voilà. On n'ose pas. On n'ose pas, voilà. Et c'est important qu'on déprogramme. C'est un logiciel puissant. On doit déprogrammer ce logiciel-là pour réinstaller. Je taquinais les gens dans la salle hier en leur disant, est-ce que vous savez que j'ai voulu organiser ce séminaire pour vous, j'ai voulu vous l'offrir. Et une seule personne en Côte d'Ivoire a dit, je paie la facture. C'est-à-dire une seule personne décide de payer la facture pour plus de 300 personnes. Autrement dit, est-ce qu'un jour, eux-mêmes peuvent rêver de payer la facture pour 300 personnes un séminaire? Non, mais je veux comprendre une chose, oui. Patrick Armand. Oui. On va aller pas à pas. Vous avez programmé la rencontre et vous m'excusez, hein? Un individu se lève et dit je paie la facture. Je paie la facture. Moi, je voulais payer la facture. Moi, je voulais payer la facture. Et lui me dit non, je veux payer la facture. Je veux payer ce déplacement-là. Et il paie lui seul, un couturier, un tailleur, a payé la facture pour 300 personnes, parmi lesquelles diverses autorités et autres. Et je leur dis, je rêve qu'un jour, vous ayez l'audace de dire, je paie la facture pour d'autres. Voilà, il faut qu'on casse ce ressort qui fait que même à l'église, on contribue petit. Hein? Partout, on fait les choses petitement. On s'habille petitement. On dort dans des conditions modestes. Non, non, nous devons glorifier Dieu lorsqu'il nous donne les moyens de le faire. Parfait. Vous avez eu à toucher le premier point, la programmation. Au niveau, il faut reprendre des phrases qui doivent normalement déprogrammer ce qu'on a de mauvais en soi. Est-ce que ça suffit? On sait que la pauvreté, c'est bon, la société dans laquelle on se retrouve qui définit vraiment les niveaux de vie de chaque individu sur cette terre. Si vous vous êtes retrouvé, par exemple, sur un continent comme le nôtre où les ressources ne sont pas équitablement bien partagées, est-ce que vous n'êtes pas tenté de dire une chose et son contraire quand on sait qu'on ne peut pas avoir le même niveau de vie que tout le monde? Les ressources ne sont pas équitablement partagées. Pourquoi je suis dans la
catégorie qui n'a pas les ressources. Pourquoi je ne suis pas... Est-ce qu'il faut forcer le passage? Je ne force pas. Je programme mon cerveau et m'installe dans la bonne catégorie. Ce que je dis, les personnes que je fréquente, tout ça là est déterminant pour que je puisse réussir. La plupart de ceux qui m'écoutent aujourd'hui, il y a des gens qui m'écoutent là qui n'ont jamais fait un détour dans l'hôtel le plus important de leur ville. J'ai besoin d'argent pour ça. Pour aller m'asseoir à l'hôtel 2 février dans le hall pour 30 minutes, j'ai besoin d'argent pour ça. Est-ce que j'ai besoin d'argent pour aller essayer la voiture la plus chère? Est-ce que j'ai besoin d'argent pour aller dans un prêt-à-porter, pour porter un costume, essayer et dire je reviens pour acheter? C'est ça. Nous ne faisons pas les choses qu'il faut. Et quelqu'un m'a dit un jour, dans ce pays, les gens, ils ont leur réseau. Donc, c'est dans leur réseau seulement qu'ils s'entraident. Je dis, mais qu'est-ce qui t'empêche de rentrer dans leur réseau? Il me dit, ah, vous savez, c'est compliqué. Je dis, ok, tu connais un membre de la famille présidentielle? Il dit, oui, la soeur du président est dans ce quartier. Je dis, on va passer au supermarché, je vais acheter des vivres et tu vas m'amener la saluer. Non, la belle-sœur du président. Et on arrive là-bas, il dit, madame, comment allez-vous? Dans le pays, souvent, les gens ne reconnaissent pas la valeur des gens comme vous. Je suis arrivé, il m'a dit que vous êtes la belle-sœur du président, vous êtes ici, j'ai voulu simplement vous saluer et vous laisser quelques cadeaux. Ah bon? Oh, merci beaucoup. Et après, je lui ai dit, moi, je suis dans le domaine de l'emploi. Et si un jour, votre beau-frère, vous avez envie de l'aider, je suis prêt à vous aider, à aider votre beau-frère. Ah bon? En faisant quoi? J'ai dit, je suis prêt à animer des séminaires gratuits. Immédiatement, il prend le téléphone, il appelle sa soeur à la présidence. Le lendemain, à 20h, j'étais en audience avec le chef de l'État. Et j'ai dit au monsieur, qu'est-ce qui t'empêche de faire ça? Qu'est-ce qui t'empêche de rentrer dans le réseau? Non, mais il faut filer ce secret-là aux gens, parce que très souvent, on n'a pas l'information. On est aigri. C'est-à-dire, on est aigri. Au lieu de chercher à rentrer dans le réseau... Karma, hein? Oui, au lieu de rentrer dans le réseau de ceux qui gagnent, on passe tout le temps à les insulter. Oh, le cerveau capte quoi? Si moi-même je deviens riche, on va m'insulter. Donc, il nous empêche d'être riches. Oh, il faut aimer les riches. Pour avoir la richesse, il faut désirer la richesse, il faut fréquenter les riches. Je parle des vrais riches, pas celui qui a l'argent à gaspiller inutilement. Mais le vrai riche, il sait gérer son argent. Il gagne son argent comme il faut. Bref, nous devons rentrer dans les bons tuyaux, dans les bons réseaux. Et pour ça, il faut que mon cerveau ne m'éloigne pas de là. D'où le bon logiciel. Réussir sa vie, ça, c'est une réalité à ce niveau quand vous parlez comme ça. On va s'intéresser au deuxième point que vous avez eu à aborder, bien sûr, au cours de cette rencontre-là. Le combat de caractère. Le combat de caractère. En quoi cela consistait réellement? Lorsque vous mettez à programmer, par exemple, phrase bête, je suis riche et très riche, votre cerveau va commencer par vous amener à avoir peur des personnes que vous fréquentez en ce moment. Parce qu'il vous tire vers le bas. Résultat, il va falloir faire le combat de caractère en acceptant de quitter cette catégorie de personnes. Donc, il faut quitter, par exemple, certains quartiers. Il y a des quartiers, tu ne peux pas rester là et devenir riche, c'est pas possible. Les quartiers où tout le monde se plaint, tout le monde se lamente. Les quartiers où on mange difficilement. Les quartiers où, quand on voit lumière dans une maison, il faut faire des kilomètres avant de voir lumière encore. Je sais que je ne vais pas citer de nom dans chaque pays, vous connaissez les quartiers comme ça. Si tu habites ce quartier-là, tu ne peux pas t'enrichir. J'ai vraiment formé un jeune en Côte d'Ivoire. Il habitait un de ces quartiers-là où personne ne peut réussir. Le lundi matin, il a dit à sa fiancée, mettons de l'argent ensemble, déménageons dans un quartier où nous pouvons réussir. La fiancée a accepté, ils ont loué une maison dans un quartier chic. Et ils ont eu l'idée de faire une poissonnerie. Je vais vous expliquer. S'ils avaient fait la poissonnerie de l'autre quartier, les gens vont tellement négocier les prix qu'ils n'auront pas de marge. Ah oui. Mais en changeant de quartier, dans le nouveau quartier, les gens n'ont pas le temps de casser les prix. Ils ont pu faire des marges et pouvoir s'en sortir. Un an après, ce monsieur passait des vacances à Marrakech. C'était un simple instituteur. Mais il était déjà en vacances avec sa femme à Marrakech après avoir changé de quartier et donc changé de vibration. Si nous ne pouvons pas faire ces combats de caractère et que nous sommes là à prier sans cesse et Dieu dit fais ceci, modifie ceci, corrige ceci, réduis tes dépenses ici, augmente tes dépenses ici et je n'applique pas, ça ne marchera pas. Je vais vous donner un exemple de vrai combat de caractère. Vous savez, ceux qui m'écoutent, si vous habitez une maison et vous avez du mal à payer le loyer, allez dans une maison plus chère et vous ne manquerez pas de loyer.
J'ai dit bien. Et vous l'avez essayé, vous, parce que j'ai suivi un de vos tutos là, vous dites avoir l'essayé entre-temps et que ça a très très bien marché. Non, je vais même donner un exemple plus percutant. Le monsieur, il était dans une maison à 15 000 francs le mois. Il n'arrivait pas à payer. Il me suit. Il allait louer une maison à 35 000 francs le mois. À la fin du mois, il n'avait pas de loyer à payer. Vous allez dire que j'ai tort, donc c'est la preuve que je vais me taire. Mais ce monsieur, conformément à un autre enseignement, quand tu dois le loyer, ne fuis pas le bailleur. Prends le téléphone, appelle-le à l'avance et préviens-lui que ce n'est pas prêt. Alors il prend le téléphone, il appelle le bailleur et il l'informe que le loyer n'est pas prêt. Le bailleur lui demande ce qu'il fait comme activité. Il dit, je me débrouille. Le bailleur dit, viens me voir. Il est allé voir le bailleur. Il dit, moi je vends du riz. Je vais te remettre, tu vas vendre et enlever ta marge. Ça te permettra d'avoir des revenus. Il est rentré dans ce business. Aujourd'hui, il est grossiste. S'il était resté dans le bâtiment à 15 000 francs, il n'aurait pas eu cette opportunité-là. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de problème, mais Dieu sera là quand là où tu habites lui convient. Ce n'est pas possible qu'à l'heure où nous parlons, quelqu'un habite encore des maisons avec des WC visés droit le trou. Nous devons rêver grand, rêver de grandes choses pour réussir notre vie. Alors, je voudrais comprendre une chose. Le choix du compagnon, par exemple, dans l'amitié, ça détermine l'avenir de l'être? Oui, mais si, au même moment où je décide de corriger le logiciel qui est dans ma tête, mon compagnon ou ma compagne décide de corriger son logiciel, nous allons réussir ensemble. Mais si l'autre refuse de changer de logiciel, égale le logiciel de pauvreté, alors on aura du mal parce que l'autre va me décharger en permanence. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas encore choisi, ce n'est pas combien la personne a en poche qui est important. C'est est-ce qu'ils vivent à la bonne fréquence qui peuvent garantir pour lui un bon avenir. On peut avoir beaucoup d'argent, mais être pauvre dans son cerveau. Et dans ce cas, la pauvreté viendra toujours s'installer. Mais on peut être pauvre dans sa poche et être riche dans sa tête. Rêver d'être en relation avec des personnes qui sont riches dans leur tête et vous allez réussir votre vie. Alors, quand on a des idées et les conditions ne sont pas réunies, c'est une erreur. Il n'y a pas d'idée qui n'ait pas de conditions. Je viens de faire une formation 1000 entrepreneurs où dès le 3e module, nous avons parlé justement de démarrer à partir de 0 francs. Une entreprise commence d'abord par un emploi. Une entreprise commence d'abord par un emploi. Lorsque les grands de ce monde étaient à l'école, ils étaient à l'école pour rechercher les employés qu'ils vont recruter demain. Donc les camarades, ils les observaient pour voir ceux qui avaient des aptitudes pour qu'ils les recrutent demain. Ils étaient à l'école pour apprendre ce dont ils auront besoin dans leur entreprise. Donc déjà, depuis l'école, ils pensaient à leur entreprise. Ensuite, lorsqu'ils finissent leurs études, ils choisissent un emploi qui va servir de préparation et de formation par rapport à leur emploi de demain. Vous comprenez? Donc, celui qui dit j'ai une idée, je n'ai pas de financement, je vous assure, donnez-lui le financement, il ne pourra pas. Parce que ce n'est pas possible qu'on dise que c'est le financement qui bloque. Non. Si je suis prêt, l'argent vient. L'argent de Dieu vient à moi toutes les fois où je suis prêt. Si je suis prêt, l'argent viendra à moi. Est-ce que ce n'est pas une question de l'adéquation formation-emploi? Oui, oui. Et j'ai eu l'occasion la dernière fois d'inviter les autorités à faire en sorte que les établissements respectent le repos de mercredi soir, le repos de samedi soir, le repos de dimanche. Parce que ça va permettre aux enfants d'aller au lieu du travail de leurs parents. Monsieur Mathieu est journaliste. Si son enfant ne peut pas le suivre ici, pour voir papa en train de travailler, il ne connaîtra jamais ce qu'on appelle un milieu de travail. Il ne connaîtra jamais ce qui est journaliste afin d'apprécier pour voir si ça lui plaît ou pas. Il ne connaîtra pas ce qu'on appelle réalisateur. Il ne connaîtra pas. Donc, l'enfant a besoin d'aller. Tous les grands du monde ont appris tout ce qui leur a permis de réussir auprès de leur papa. Dans le garage de leur papa, sur le chantier de leur papa, dans le boulot de leur papa. Warren Buffett, l'une des plus grandes fortunes du monde, 113 milliards de dollars, 69 000 milliards de francs CFA de patrimoine. Ce monsieur était enfant, 7 ans, 8 ans. Il allait au bureau avec son papa, qui est dans l'actionnariat, dans les bourses. Et pendant que papa discute action, investissement, il s'amusait sous la table, mais son inconscient prenait. À 11 ans, il fait son premier investissement. Il n'avait pas besoin de son papa. À 14 ans,
il achète des machines à sous à 14 ans, qu'il installe dans les salons de coiffure. À 16 ans, il rentre à l'université. À 20 ans, il sort diplômé de l'université avec une économie déjà de 10 000 $. Mais malgré ça, il dit, je dois encore apprendre. Je connais peut-être quelques astuces, mais ça ne suffit pas. Il va travailler pour son papa. Après, il va travailler pour son professeur. Et maintenant, il dit, je suis prêt. Il sort de là maintenant et il débarque 113 milliards de dollars, 69 000 milliards de francs CFA. Ceux qui ne comprennent pas vont dire, c'est des voleurs. Non, c'est des gens qui ont souffert. Dangote dit, tout le monde entend que je suis milliardaire. Mais ils oublient que pendant 14 ans, je ne dormais pas. Pendant 14 ans, je me battais. Et cette coup, Dangote a appris chez ses parents. Il n'a pas appris à l'école à faire du commerce. Donc, quand on dit souvent formation-emploi, on dit l'État va réformer. Aucune école ne remplacera ce que je peux apprendre chez papa, ce que je peux apprendre chez maman, ce que je peux apprendre même à la cuisine avec maman. Ses compétences à faire plusieurs choses à la fois. Donc véritablement, vivement que nous cessons notre discours de formation-emploi où on dit l'État va réformer, où on espère les réformes de l'État. Non, il faut se prendre en charge et commencer par apprendre là où il faut apprendre, à commencer par un emploi. C'est l'emploi qui prédispose à l'entrepreneuriat. Parfait. Je me demande si j'ai choisi le bon chemin parce que mon vieux était un grand commerçant. Le journalisme, ça me va? Vous pensez que ça me va? Tu aurais été un très bon commerçant si tu avais pris le temps d'apprendre de chez lui. J'ai un monsieur qui, à l'âge de 19 ans, a dû quitter l'école parce qu'il n'avait pas les moyens. Il est rentré à Bénin Sheraton Hotel comme plongeur. Il avait les plats. Il a fini directeur général de Bénin Sheraton Hotel Bénin. Il pensait que lui, il a échoué. Il a donc mis ses enfants dans les grandes écoles. Ils ont tous des DEA. Aujourd'hui, ils sont enseignants vacataires dans des collèges. Voilà les bêtises que nous faisons. La vraie formation, imaginez un instant que ces enfants allaient avec lui à Bénin Sheraton Hotel. Allez là-bas, apprenez à préparer, apprenez à servir, apprenez à faire les chambres. Aujourd'hui, même s'ils ne travaillent pas dans un hôtel, ils auraient pu être de grands restaurateurs, de grands traiteurs, de grandes maisons de choses là, mais ils ne savaient pas. La dernière fois, il disait à des bacheliers, et en pleurant, il dit, si je savais, mes enfants auraient suivi mon chemin. Il faut que vous suivez le chemin de vos parents, pas pour faire le même métier, mais allez d'abord tâter voir. Tu aurais été commerçant, tu serais peut-être un Dangote togolais aujourd'hui, mais pas un journaliste. Le journaliste aurait pu être un complément d'objet indirect. Indirect pour vos domaines de prédilection. Coach Patrick Armand-Pognon, aujourd'hui, on sait qu'on est à l'heure, bien sûr, des rentrées universitaires, ça et là. On se demande, vous avez eu à toucher le point, les curricula de formation ne sont pas en réalité le problème. Le problème se réside où concrètement? Dans le fait que l'école épuise tout l'emploi du temps de l'enfant. Aujourd'hui, moi, j'ai eu l'occasion de faire le scoutisme. Combien d'enfants peuvent faire le scoutisme aujourd'hui? L'emploi du temps bouffe tout. Moi, j'ai eu le temps de faire la Jeune Chambre internationale. Combien d'élèves, de jeunes peuvent le faire? L'emploi du temps bouffe tout. Revenons aux fondamentaux. Il y a des heures de cours, il y a des heures de repos, il y a la masse horaire de la semaine, il y a des week-ends, il y a des congés, il y a des vacances. Dans quel pays aujourd'hui francophone on respecte les congés des enfants? Il y a les rattrapages, il y a les CCI. Dans quel pays on respecte les vacances des enfants? Il y a les cours de vacances. On a épuisé tout. L'enfant est tout le temps en train d'étudier ce qui fera 10% de sa réussite. Les 90%, il n'a pas de temps pour aller apprendre. Moi, mon papa était secrétaire général de la Fédération béninoise de football. Tous les mercredis soirs, j'allais à la fédération. Il était en train de travailler, j'étais sur le terrain, en train de regarder parfois des équipes en train de s'entraîner. J'étais dans les bureaux, en train de m'amuser avec les secrétaires. Ça m'a donné des aptitudes. Ça m'a donc véritablement que chacun commence par penser à ça. Tous les grands du monde ont appris principalement, soit au garage de leur papa, ou là où papa travaille. Il est peut-être maçon. Je suis allé sur le chantier. J'ai vu comment les ouvriers travaillent, comment on recrute les ouvriers, comment on paie les ouvriers. Donc c'est ça. Il va falloir que nous puissions cumuler l'école avec les compétences qu'on obtient en allant voir les parents travailler. Parfait. Alors, le caractère en soi, professionnellement parlant, ça peut impacter les revenus dans une entreprise donnée? Oui, d'abord les revenus des employés eux-mêmes. Quand je suis journaliste et que je ne produis pas de l'argent, on va me donner un salaire fixe. Mais si mon émission peut produire de l'argent, la maison acceptera d'élever mes rémunérations en fonction de ce que j'amène. Et ça,
On ne nous a pas appris ça. Nous sommes francophones, nous savons nous habiller, venir au bureau à telle heure, sortir à telle heure. On travaille à l'heure au lieu de travailler au rendement. Et ça, c'est le caractère qui n'est pas là. Le caractère aurait pu permettre à une personne d'être productive. J'ai l'habitude de dire, celui qui a un cerveau, 2 pieds, 2 mains, et qui me parle de chômage, n'a pas un caractère de quelqu'un qu'il faut recruter. Il ne peut pas avoir 2 pieds, 2 mains, avoir un cerveau et être au chômage. Vous allez en Europe, vous allez voir nos frères qui sont là, ils utilisent leurs pieds pour marcher, ils utilisent leurs mains pour travailler. Serveur par ici, plongeur par ici, serveur dans un restaurant là-bas, agent d'entretien ici, ils travaillent avec leurs mains. Mais s'ils pouvaient ajouter leur cerveau pour réfléchir, pour voir comment transformer ça en opportunité pour apprendre comment revenir au pays, créer une entreprise dans ces secteurs-là, ils auraient pu mieux faire. Donc bref, nous avons un cerveau, nous avons 2 mains, nous avons 2 pieds. Si on ne les utilise pas, on n'a pas le caractère qu'il faut. Personnellement, j'ai eu l'occasion dans ma vie de recruter des chômeurs, mais j'ai payé le prix. Aujourd'hui, il n'est plus possible que je recrute quelqu'un qui vient du chômage parce qu'il ne sait pas utiliser ses pieds, ni ses mains, ni son cerveau. Si je le recrute, je recruterai une personne qui ne sait pas utiliser son cerveau, qui ne sait pas utiliser ses mains et qui ne sait pas utiliser ses pieds. Justement, au rendez-vous de Lomé, le 12 octobre dernier, vous avez eu à filer ces secrets-là aux gens? Oui, oui, ils sont sortis galvanisés. Ils sont sortis contents et nous allons poursuivre le reste à travers les réseaux sociaux pour arroser afin que oui, ils ne fassent plus les erreurs du passé. Parfait. Coach Patrick Kama Pognon. Aujourd'hui, c'est quoi vos actualités? Bon, je suis arrivé à Lomé dans le cadre de ce séminaire. Après cette émission, je retourne au Bénin où demain, je dois animer un séminaire pour les inspecteurs des finances et leurs familles. Parce qu'on veut cumuler développement personnel, développement familial et développement professionnel. Nous aurons un séminaire pour eux demain à Ouida. Et ensuite, je repars pour Abidjan, où je dois animer un séminaire et une rencontre des ambassadeurs de développement de là-bas. Et après, je retourne au Bénin pour continuer un certain nombre d'activités, puisque nous préparons le sommet mondial du coaching qui a lieu en décembre au Bénin. Et il va falloir travailler dur pour faire de ça une belle réussite. M'a-t-on dit, vous avez un nouveau siège actuellement à Lomé, à Cotonou, oui, au Bénin. C'est bien ça? Oui, nous avons un nouveau siège, une nouvelle salle de conférence. Flambant neuf. Flambant neuf. Il a fallu prendre du temps pour faire pousser tout ça. Et aujourd'hui, tout est prêt. Et je crois que c'est la preuve qu'on peut réussir de grandes choses quand on se décide de le faire. 2 mois pour construire entièrement une salle de conférence de 350 places, je crois que c'est possible et nous l'avons prouvé. Et vous pensez le faire à Lomé quand? Bientôt. Bientôt. Oui. Bon, de toutes les façons, quand les Togolais vont quitter notre vie, nous allons réussir ça. Parce qu'il ne faut pas... Tu ne peux pas réussir à désactiver, réactiver... On y travaille seulement quand le logiciel est profond, général. Il faut que l'État lui-même s'engage à créer des émissions, à créer des occasions, à organiser dans les écoles, à organiser dans les universités. Il faut casser ce logiciel-là. Il faut casser ce logiciel. Vous voyez, même celui qui est riche cache sa richesse. Pour qu'on ne pense pas que non. Qu'il a les moyens. Non. Je vous donne un exemple très simple. J'ai reçu un monsieur à Bamako. Je l'ai amené dans une salle de conférence et dans une chambre qui devait lui coûter 234 000 par jour. Il a demandé quelle est la plus grande chambre de l'hôtel. On dit la suite présidentielle. Il dit c'est ça je veux. La dame dit c'est 600 000 par jour. Il dit si tu parles encore d'argent devant moi, je vais acheter l'hôtel et te virer. Va m'installer dans cette chambre et on va te payer. On est parti, on l'a installé. Ses collaborateurs ont payé 3 millions pour qu'ils dorment 5 jours. Je rêve que le Togolais commence par rêver de dormir 5 jours dans un hôtel à 3 millions de francs CFA. Personnellement... C'est pas trop osé ça, coach Patrick à moi. Quoi? Personnellement, ce jour-là où le monsieur a fait ça, moi j'étais dans une chambre de 45 000 francs le bois, j'avais 6 mois d'arrière de loyer. Mais ça m'a tellement impacté que j'ai dit ça doit changer. Aujourd'hui, je peux dormir 5 jours dans un hôtel à 3 millions de francs CFA. Ce n'est plus un problème pour moi. Et ce jour-là, le monsieur a dit, Dieu m'a donné de l'argent pour glorifier son nom. Ce n'est pas normal que celui qui ne connaît pas Dieu soit dans la plus grande chambre et que moi, je sois dans une autre chambre. Et il a ajouté,
à cause de ce que j'ai fait, l'hôtel va vous respecter désormais, vous qui m'avez mené ici. Effectivement, malgré mes 6 mois d'arrière de loyer à 45 000 francs le mois, quand je rentre dans l'hôtel, on me prend comme un milliardaire comme lui. Donc ça m'a impacté et j'ai changé les choses. Je voudrais que ceux qui nous écoutent du Togo ou d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de pays qui ont le même logiciel, du Togo ou d'ailleurs, rêvez de grandes choses pour vous-même. Et dès ce soir, dès demain, allez dans le plus grand hôtel de votre ville, asseyez-vous dans le rôle. Si vous avez de quoi prendre une boisson, prenez. Si vous n'avez pas, quand ils vont venir vous demander qu'est-ce qu'il faut vous servir, dites-leur après. Et après, vous vous levez, vous allez leur dire au revoir agréablement et vous partez. Mais ça crée en vous une envie, un désir ardent qui va attirer l'argent. Et vous serez bientôt un client de cet hôtel pour aller passer des week-ends en famille. Est-ce qu'on ne sera pas tenté d'être ramené au niveau de la police judiciaire parce qu'on a osé faire certaines choses et ça crée des ennuis après? Allez s'asseoir dans un hôtel. Hôtel, oui, on comprend, mais louer une maison ou... Plus cher. Plus cher. Tous ceux qui l'ont fait en ont donné un témoignage. Vous voyez, la question est là. Nous n'avons pas foi en Dieu. Nous n'avons pas foi en les prières qu'on fait. Je leur ai démontré hier. On ne sait même pas que la prière peut produire un résultat. On ne prie pas formalité. On ne prie pas convention. Non, quand Patrick Amapoyon ouvre la bouche, quelque chose change. Quand Patrick Amapoyon, quand j'ouvre la bouche, je crée un nouveau monde. Il est important que vous compreniez. Toutes les fois où un être humain ouvre la bouche, il crée un nouveau monde. Dieu nous en a donné le pouvoir et nous pouvons modifier les choses, modifier les temps et les circonstances. Nous étions à Cotonou, il voulait pleuvoir. Le tonnerre fait un bruit, on sent la colère. Et j'ai dit à mes collaborateurs, demandons pardon au tonnerre et vous allez voir que le bruit va disparaître. J'ai dit, je reconnais que nous avons déconné. Et le tonnerre a changé de bruit. Le grondement d'un lion féroce a laissé place à un doux murmure. C'est comme ça. Nous pouvons ouvrir la bouche et changer les choses. C'est ça la prière. Si on n'a pas compris, on perd formalité, on perd son temps. La prière sert à changer le monde. Parfait. Coach Patrick Amapoyon, entre-temps, avant de vous avoir sur ce plateau, au téléphone, on a échangé plusieurs fois, plus d'une fois d'ailleurs. J'avais touché un point, vous m'avez dit, dès que je serai là, on va en parler. On ne va pas faire politique, mais on va toucher le côté économie de la chose. Hein? La fermeture des frontières, par exemple, entre le Niger et le Bénin. Où on sait que le Niger, la porte d'entrée sur la mer, c'est le Bénin où tout passe. Et on dit, c'est fermé. Au niveau de Malanville, on a vu quelques vidéos de l'ancien président béninois, Thomas Boniaï, qui essaie de calmer les gens, où on voit des camions qui s'alignent, plus des kilomètres, des vivres qui... Est-ce que ça profite vraiment, économiquement parlant? Ça ne profite pas. Et pourquoi nous avons ce problème? À cause de l'ego des hommes, surtout dans le milieu francophone. On ne sait pas être pragmatique, on ne sait pas dialoguer, on ne sait pas discuter. Chacun veut gagner, chacun veut avoir raison. Et tant que c'est comme ça, les populations souffrent à cause de l'ego des dirigeants de tous bords. Nous devons canaliser notre ego et surtout savoir une chose, il y a l'art de retournement des situations. Celui qui est faible aujourd'hui peut être celui qui est fort demain. Lorsque on demandait à Kabila, père, de discuter avec Mobutu, il refusait parce qu'il était en position de force. Mais il ne savait pas que quelques années après, une balle dans sa tête allait le faire passer de vie à trépas. Lorsqu'on disait à tel de négocier, il refusait. Dans la vie, il faut savoir discuter, il faut savoir dialoguer. Et c'est quand on est en position de force qu'il faut discuter pour avoir le meilleur parti. Alors, tant que les dirigeants du Niger, du Bénin, de la sous-région ne vont pas oublier leur ego, s'asseoir, discuter, gagne-gagne. Moi, je donne quoi, vous donnez quoi, pour que nous puissions avancer. C'est ça. Si les Nigériens peuvent se parler, ils vont s'en sortir. Si le Niger peut parler avec le Bénin, ils vont s'en sortir. Si les pays de la sous-région peuvent parler, ils vont s'en sortir. Il faut que nous apprenions à dialoguer dans nos foyers, dans nos entreprises. Le dialogue est l'âme des forts. La violence est l'âme des faibles. Est-ce que ce n'est pas une perte tout ça là de temps et de moyens financiers? Quand ça ne se rattrape pas. Hein? Oui. Ça ne se rattrape pas. Les quelques mois, nous sommes à 2 mois. Même si aujourd'hui on trouve une solution, il faut au moins 5 ans.
pour corriger ce qui est perdu en 2 mois. Ah bon? Il faut au moins 5 ans pour reconstruire ce qui est perdu en 2 ans. Et c'est important qu'on s'asseye là maintenant pour discuter. Et qu'il y ait des médiateurs. Et qu'il y ait des médiateurs. Des gens qui savent parler un langage vrai. Mon frère, là où tu vas, c'est pas bon. Assois-toi, on discute, on dialogue. Si on peut faire ça, on va s'en sortir. Un jour, un monsieur que j'ai formé en cause, qui est président d'un tribunal, a reçu 2 personnes qui se plaignaient. L'autre a acheté un produit, il arrive à la maison, ça ne marche pas. Il revient, le commerçant dit, je suis prêt à te remplacer ça, mais je n'ai plus celui que tu as acheté. Celui que j'ai est plus cher, tu dois compléter 20 000. Il dit non, il va déposer plainte. Les 2 se retrouvent devant le juge qui a fait du coaching. Il dit, mon frère, est-ce que toi-même tu as contrôlé avant d'aller à la maison? Il dit non. Il dit l'autre aussi peut refuser de récupérer. Il dit oui. Il dit est-ce que tu ne peux pas donner 10 000 sur les 20 000 qu'il demande pour qu'on ait la paix? Il dit oui. Il se retourne vers l'autre. Il dit mon frère, il ne veut pas le plus cher. Il veut celui que lui l'avait acheté. Alors est-ce que toi-même tu ne peux pas payer 10 000 pour qu'on ait la paix? Il dit oui. Il dit remets-lui les 10 000. Prends celui de 65 000 au lieu de 45 000. Chacun est parti, se sont embrassés. La conciliation. La conciliation. Vivement, moi, de toutes les façons, nous sommes disposés. Plein de personnes sont disposées. Mais tant qu'il y a l'ego de chaque côté, il ne faut même pas perdre son temps à dire qu'on veut faire rapprocher les partis. Qu'est-ce que vous proposez? Vous êtes un coach, on vous suit très très souvent. Pas une voix forcément qui doit être respectée à la lettre, mais vous pensez qu'on peut faire autrement? Il faut couper la poire à 2. C'est qui a pris le pouvoir par les armes? Il a le président. Il faut discuter. Il ne va pas donner le pouvoir comme ça. Qu'est-ce qu'on lui donne en retour? C'est quatre sur table. Qu'est-ce qu'on lui donne en retour? On reste là, on s'en communique, on dit qu'il n'a qu'à donner le pouvoir. Il a déjà le pouvoir. Et il va remettre comme ça, sans rien gagner? Non, il faut discuter. Il faut discuter. Il faut l'amener à discuter avec l'autre. Les 2 camps doivent se parler. L'exemple du Gabon est là pour nous montrer que lorsque tous les camps se parlent, le pays va bien. Il faut qu'on se parle. Donc bref, discuter, trouver un compromis, accorder quelque chose à ceux qui ont pris le pouvoir, qui ont déjà le pouvoir. Nous devons décourager les coups d'État, mais quand c'est déjà fait, il faut considérer le fait que l'autre aussi ne remettra pas ce qu'il a gagné facilement. Il faut lui proposer quelque chose. Donc il faut donner, faire des concessions et ensemble trouver les voies et moyens pour que personne ne perde, car celui qui perd va préparer un autre coup d'État. Et il faut que personne ne perde dans les négociations. Économiquement parlant, dans l'espace, il y a de l'avenir? Oui, il y a de l'avenir, mais nous devons cesser de développer chacun son pays. Nous devons créer des espaces vraiment régionaux et nous devons apprendre de ce que l'autre fait, faire chez nous et peut-être se spécialiser. Lorsque l'autre a de produire telle chose, je peux produire telle autre chose. Lorsque l'autre a la faculté de médecine qui est développée, je peux avoir une faculté d'agronomie qui est développée au lieu qu'on répète la même chose en petits modèles un peu partout. On parle souvent de votre président, vous, et de quelques ténors qui font plus ou moins bien le job. C'est quoi le secret? Vous les avez coachés? Non, est-ce que c'est moi? Non. En fait, ils ont besoin simplement de s'écouter, d'écouter les faits, d'écouter leurs expériences, parfois leurs difficultés, d'en apprendre. J'ai dit tout à l'heure que quand vous installez le bon logiciel, ensuite, votre cerveau va vous parler. Les circonstances vont vous parler. Il faut écouter et appliquer. C'est tout. Quand vous prenez l'exemple du Bénin, vous avez dit mon président, qui a dit que le président Faure n'est pas mon président, qui a dit que le président Ouattara n'est pas mon président. Ah oui, c'est une façon de parler. Donc, je sais que vous adulez beaucoup le président Togolais, le Ivoirien. C'est certainement plusieurs nationalités. Ah oui, mais je voudrais dire que ce que j'apprécie dans la gouvernance au Bénin, c'est le pragmatisme des choses. Je vais vous donner un exemple très simple. On a dit les pays africains, à cause de Covid, auront du mal à payer leurs dettes. Donc, on leur donne 1 an ou 2 ans pour ne pas payer de dettes. Le Bénin dit, je paierai mes dettes. Pourquoi? Parce que si on accepte ça, les agences de notation vont baisser notre note de crédibilité. Résultat, l'argent qu'on emprunte va devenir plus cher. Donc, pour éviter ça, il a dit, je paie. Donc, la note de crédibilité du Bénin a grimpé. Nous avons pu emprunter de l'argent moins cher que nous avons utilisé pour racheter les dettes chères qu'on avait.
Résultat, l'encours de la dette a baissé. Ça a fait des économies qui ont été utilisées pour développer le pays. Vous voyez, c'est ce caractère pragmatique où le cerveau réfléchit. On ne laisse pas ceux qui ont appris à l'école venir dire « l'école a dit ». L'école a dit, mais le terrain dit quoi? L'école a dit, les réalités disent quoi? Et c'est ce pragmatisme que nous devons avoir dans la gouvernance de nos nations afin de prendre les décisions, non pas selon les règles établies, mais selon les réalités et les circonstances. Il y a de cela 7, 8 ans, quand je vous ai reçu pour une première fois sur un plateau d'émission télé, vous avez dit que le Togo est en voie de ce développement. 5 ans, 8 ans après, quel est le constat que vous avez fait? Le Togo progresse. Beaucoup. Le Togo progresse beaucoup. On peut en faire mieux. On peut faire mieux. Mais le Togo progresse beaucoup. On peut faire mieux en s'écoutant. On peut faire mieux en profitant de l'expertise l'un de l'autre. On peut faire mieux en discutant, en dialoguant. On peut faire mieux. Mais le Togo progresse. En tout cas, vous savez, dans la sous-région, le Togo ne fait pas partie des derniers pays de la sous-région. Il vous est arrivé d'aller à la plateforme industrielle d'Etikopé? Pas encore. Pas encore. Puisque je ne suis pas trop industriel. Moi, je suis logiciel dans le cerveau. Coach Patrick Amapoyo, on tend vers la fin de l'émission. En récap, on retient quoi? On retient que tout le monde peut réussir sa vie, puisque je m'en tiens à votre thème, utopie ou réalité. Tout le monde peut réussir sa vie, mais pour ça, il faut changer le logiciel. On ne peut pas vivre en 2023 avec le logiciel de 1960. On ne peut pas vivre en 2023 avec les réalités ou les pratiques ou les comportements de Mathusalem. Ensuite, il faut que nous puissions faire en sorte de ne pas être victimes de l'école de Jules Ferry, de la francophonie et autres. Il va falloir qu'on s'adapte, qu'on trouve des solutions pour copier, peut-être à côté du Togo, le Ghana, pour copier à côté du Bénin, le Nigeria, pour copier des pratiques des pays anglophones. Sur le plan universitaire, par exemple, vous allez constater que dans les pays anglophones, l'année universitaire est de 6 mois. Pourquoi? Parce qu'ils disent, un enfant qui fait 12 mois et qui double a perdu une année. Et donc, en faisant les années universitaires 6 mois, s'il a doublé, il a les 6 prochains mois pour passer en classe supérieure. Donc, il ne perd pas l'année. Donc, bref, vous voyez, les solutions existent. Il faut les étudier. Il ne faut pas inventer la roue. Il faut les étudier et il faut les copier quand c'est bon. Il faut les appliquer. En matière d'agriculture, beaucoup de choses que nos parents connaissaient sont en train de mourir. Il faut aller les réveiller. Il faut prendre et il faut concilier la modernité avec les réalités endogènes. Et je crois qu'ensemble, nous allons réussir le développement de nos nations. Et vous tenez toujours au repos de mercredi soir et vendredi soir, samedi, dimanche? Oui, il faut respecter le repos des enfants, il faut respecter les congés. Et je voudrais inviter tous ceux qui doutent d'aller faire un tour dans les centres psychiatriques, d'aller voir les enfants qui sont là-bas, parce qu'on a surchargé le système éducatif. Parfait. Au moment de dire félicitations pour cette prise de décision. Je veux parler du ministre togolais de l'enseignement primaire et secondaire qui a, d'autres disent que c'est un test qui existait, qu'il a fait ramener les congés de détente désormais disponibles au Togo. C'est une affaire effective comme dans d'autres pays dans l'espace CEDEAO. Mais il faut faire respecter ça par les écoles pour qu'ils ne programment pas encore des cours de rattrapage et autres pendant ces congés-là. Parfait. Coach Patrick Amapoyo, en 30 secondes, votre mot de la fin? Dis simplement à tous ceux qui ont eu l'occasion de suivre cette émission, vous avez gagné quelque chose, appliquez, expérimentez, tout au moins pour me démontrer que ça ne marche pas. Et ensuite, vous allez voir que ça marche. Parfait. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité. On se donne rendez-vous très prochainement pour un autre point.